Non. J'ai jamais vu ça. Enfin, c'est pour ça que 90%, je te le dis encore une fois, enfin tu le sais, hein, t'es mieux placé, hein, toi tu le vois au quotidien, encore plus que moi, perdent leur argent. C'est pas comme ça qu'on investit en crypto-monnaie. Donc non, c'est ni bon ni mauvais, tout dépend de ce que tu vas en faire, de ta stratégie de diversification, de as-tu une stratégie ou pas, mais ça peut être un terrain miné si t'es pas formé. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Capital Éthique en compagnie de Nadia. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Merci Nadia encore une fois pour ta présence. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement pour 2026. Comment vas-tu Nadia? Ça va très bien, alhamdoulilah, salam alaikum à tous. Contente de vous retrouver, en tout cas. Bon, elle est présente là. Alhamdoulilah contre vent et marée, elle est un peu malade, mais elle est présente. Alhamdoulilah. Donc, voilà, allez Shafik, merci d'être présente. Alors, sans plus attendre, on va commencer directement. Dis-moi, Nadia, les stratégies qui fonctionnaient en 2010 ou 2020, l'immobilier, etc., il y avait les taux bas, etc. Ça marche plus aujourd'hui. Enfin, je pense. Selon toi, à quoi va ressembler le paysage de l'investissement en 2026 pour un résident français? Avant ça, je tiens à rappeler une notion importante. Cette vidéo est à but éducatif et ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, d'accord? C'est juste pour vous informer, partager notre opinion sur les choses, etc., etc. D'accord. Voilà. Donc, sauf que Nadia, donc pourquoi, comment va se passer le paysage de l'investissement halal en 2026, selon toi? Bah écoute, on Pas l'a déjà trop, mais vu. on l'a constaté hein, sur plusieurs marchés. Hein, l'investissement d'hier n'est plus l'investissement d'aujourd'hui. Hein, les règles, enfin, il y a tellement de règles qui ont changé que la manière d'investir aujourd'hui, ou même les cycles, hein, que ce soit en bourse ou en même crypto-monnaie, font que on a un mode d'investissement qui va être complètement, c'est-à-dire chamboulé. Et tu le disais tout de suite, hein, avant que je prenne la parole, que bah, les taux ont augmenté, qu'on peut plus forcément investir comme avant. Oui, alors nous, on évite hein, de faire appel aux banques et à la riba, hein, mais c'est un constat, hein, que ce soit au niveau bancaire, banque conventionnelle avec des taux qui ont augmenté, ou même nous, hein, tout simplement obtenir même des financements avec des banques islamiques en Morabaha. À aujourd'hui, on a plus cette facilité qu'on avait avant d'emprunter pour acheter. Je parle pour Mhm. tout dire, par exemple, principalement, pour acheter, avant, c'était beaucoup plus facile d'avoir accès à la propriété, que ce soit dans un but locatif ou même pour sa résidence principale, de générer du cash flow, concrètement, Mhm. et se constituer un patrimoine sans trop forcer. Aujourd'hui, le décor, là, il a complètement changé. On a bah, des taux qui sont hauts ou même des accès au murabaha qui peuvent avoir un coût qui reste à aujourd'hui élevé. Ça peut s'expliquer, hein, mais ça reste aussi élevé. On a des niches fiscales qui sont en train de disparaître totalement pour beaucoup, hein, et les unes après les autres. Pour te dire, moi j'ai fait une formation loi de finances mardi avec le projet de loi de finances 2026. Alors certains amendements ont été votés, certaines lois vont être appliquées dès le 1er janvier, d'autres pas encore, elles sont encore en cours de débat, mais beaucoup semblent tendre vers une adoption du gouvernement. Donc il faut savoir que notamment en matière d'immobilier, on va avoir de moins en moins de niches fiscales. Les règles du LMNP vont changer. On a aussi tout ce qui va être DPE, tout ce qui va être normes énergétiques à respecter, notamment les logements qui seront en F ou en G ne pourront plus être loués. Donc on est tellement assassiné par les règles fiscales, les nouvelles normes énergétiques. Alors pour certains, pour ceux qui font appel au crédit, malheureusement, les taux qui augmentent et les solutions même de financement hautes, même quand bien même elles sont éthiques, qui deviennent un peu chères. L'investissement d'hier coule tranquille avec des leviers fiscaux et du cash flow, on va dire une rentabilité intéressante ou même du cash flow, par exemple sur le domaine de l'immobilier, c'est fini. J'ai envie de dire c'est fini. Ouais, c'est clair. Il va falloir repenser l'investissement d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2026? On va être, si tu veux, dans une phase plutôt de sélection. C'est-à-dire que quand on va vouloir investir,
Ouais, on va devoir, comment te dire, être formé déjà pour comprendre là où on va, c'est très important. Il va falloir surtout se structurer et avoir une stratégie. On peut plus investir pour investir aujourd'hui. Il va falloir investir de manière stratégique parce que il va falloir incorporer toutes les nouvelles normes, toutes les nouvelles règles fiscales et peser le pour et le contre entre est-ce que c'est finalement rentable ou pas, est-ce que j'y vais ou pas, parce que suivre le troupeau parce que tout le monde dit que l'immobilier c'est une valeur refuge par exemple. Mhm. C'est pas vrai pour tout le monde. Au vu de la fiscalité déjà qui est écrasante en France, ça le sera de moins en moins demain. Puis le paysage en termes d'investissement, là je parle principalement d'immobilier parce que c'est plus parlant, va complètement changer. Si je parle du côté financier, avec toutes les règles de transparence et les obligations réglementaires, avec DAC 8 par exemple, les flux bancaires aussi qui vont être contrôlés, les obligations déclaratives aussi de dons. Alors ça, j'y reviendrai parce que beaucoup font la confusion sur cette notion-là. Obligation de déclarer les dons, ça l'a toujours été, c'est juste le mode de déclaration qui change, mais je vais t'expliquer quel impact ça aura, mais je pense que on le verra un peu plus tard. Mais oui, Inch'Allah. l'ère de je copie et je fais comme le voisin et c'est terminé et tout va bien et cash flow et c'est rentable, c'est fini. Stratégie maintenant. Ok, ok, de mieux en mieux. Donc, il y a un truc aussi qui m'embête un peu, je suis un peu râleur là-dessus, hein. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de musulmans qui ont des livrets A, PER, PEL, etc. Dans les banques traditionnelles, pourquoi les gens continuent à aller sous ce genre de produit, sachant qu'il y a du riba dedans? Tu me diras si je me trompe, hein, mais je pense que c'est bien ça. Oui, oui, je le vois, moi, c'est effectivement, je le constate quand je fais les bilans patrimoniaux. Alors, vraiment, ça, c'est une question de fond. C'est vraiment une question de fond, hein. Moi, je dirais que souvent, c'est vraiment pas par manque de. C'est pas par volonté de mal faire, hein. Alors, déjà, c'est par habitude. J'ai envie de te dire, euh, par méconnaissance aussi, et parce qu'en fait, il n'y a pas forcément d'alternative visible. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'alternative, il y en a. Hein. Pas visible. Ok, il y a la finance islamique, il y a des solutions. Mais pourquoi on ne communique pas dessus? C'est aussi un problème de notre côté. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de communication, il n'y a pas suffisamment d'éducation financière aussi à la finance tout court et à la finance aussi islamique. Donc, j'ai envie de te dire, les gens restent cantonnés dans les banques conventionnelles. Un, parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance. Deux, parce que il y a peut-être aussi un manque de marketing, de communication sur ce qu'est la finance islamique et ce qu'il existe. Voilà, et un manque, comment te dire, peut-être aussi un. C'est pas ça, c'est qu'il y a aussi une peur, une habitude, on a été conditionné comme ça, ou à se dire, bah, le livret A, c'est bien parce que c'est à la banque, au moins c'est tranquille, mon argent est en sécurité, il est là, quoi, puis il est disponible. Et il y a aussi cet effet-là, de se dire, bah, il est là, il est à côté, il est disponible, même si c'est un livret, pour certains savent hein, que c'est les riba, oui, ils le font quand même, ils sortent les intérêts. Mais j'ai envie de te dire, il n'y a aucun intérêt à faire ça, parce que en attendant, bah, ça reste riba, oui. Deux, si tu sors les intérêts, bah, tu ne gagnes pas. Et trois, le livret A n'a pas suffisamment de rendement pour surpasser l'inflation. Donc on Exactement. à côté. C'est vrai que c'est une réalité que les gens ne, ils s'en rendent pas compte. Ouais, Et mais moi je dirais, excuse-moi, moi je dirais que pour beaucoup, ils ont jamais entendu parler d'alternatives halal, conformes. Et c'est ça, je pense, le problème à aujourd'hui. C'est pour ça que c'est aussi à nous, acteurs de la finance islamique. C'est pour ça que je veux pas leur jeter la pierre euh, parce que, euh, parce qu'à côté, s'ils sont pas forcément des financiers aussi, et s'ils savent même pas que ça existe, comment tu veux qu'ils y adhèrent? À nous, je pense, acteurs de la finance islamique aussi, de faire un gros effort de communication et d'aller vers la communauté, ne serait-ce que dans les mosquées, ne serait-ce que par des lives, par des formations, même sur les réseaux mais sociaux. c'est un problème, ça, Nadia, tu soulèves. Dans les mosquées, on ne parle pas d'argent. Moi, en tout cas, j'ai pas entendu. Enfin, à mon humble avis, depuis que je suis, je me suis converti à l'islam, dans les mosquées, parler d'argent, à part pour prendre des quêtes pour construire la mosquée, où on parle de zakat, à part ça, si je me trompe pas, je pense avoir jamais entendu parler d'investissement d'argent de fiqh muamalat dans une mosquée. Enfin, ça me concerne moi, hein. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, me concernant mon expérience personnelle,
J'ai rien entendu. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aussi d'acteurs formés, à la finance islamique et peut-être enfin, à la finance islamique et qui auraient peut-être ce savoir-faire et cette, comment te dire, qui serait légitime, on peut dire ça, pour aller dans les mosquées et prêcher. Un imam, il a les notions, il sait ce que c'est que la zakat, il sait ce que c'est que la riba, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Après, aller parler aux fidèles et leur dire, leur expliquer exactement comment se calcule la zakat, ou alors leur expliquer exactement que la finance islamique peut exister, qu'il y a des solutions non ribaoui. L'imam, il ne maîtrise pas forcément. Et après, c'est à qui s'adresser, à qui demander de venir faire Mhm. des audiences à la mosquée aussi. Ils savent pas eux-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est à nous, je te dis acteurs de la finance islamique, peut-être de faire cette démarche-là. Vu que ça n'arrive pas, c'est pas les mosquées qui viennent vers nous. Est-ce que ça serait pas peut-être, il faudrait repenser tout ça, peut-être à nous d'aller vers eux et de se Je te prendre. comprends, je suis d'accord avec toi. Je pense. Je pense, mais il y a quelque chose d'important aussi qu'on doit souligner. On m'avait fait la réflexion à l'époque, c'est vrai que, vu que tu as connu le secteur bancaire, c'est vrai que les musulmans aussi ne posent pas la question, ne disent pas à leurs banquiers qu'ils ont des problèmes religieux. Ils ont un peu honte aussi de dire à leurs banquiers, moi, excusez-moi, je suis musulman, peut-être, c'est une solution qui n'est pas conforme à mes convictions, je veux pas des produits d'intérêt. Je sais que, enfin, je pense que beaucoup aussi ne le disent pas, et parce que je pense qu'il faut aussi exprimer ses besoins pour qu'il y ait des solutions. Et le public anglophone, eux, ça, ils l'ont fait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont plus de solutions, eux, que peut-être nous. Je pense qu'il y a cette partie-là aussi qui... Faut, comment on dit, il faut que nous aussi on change pour que les choses changent aussi, comme on dit. Oui, mais la finance islamique est complètement intégrée dans le paysage anglophone. C'est culturel, même aller travailler avec un voile, enfin, tu le vois la différence entre Mhm. l'Angleterre et la France. Aujourd'hui, nous, juste le mot islam fait peur. Alors si en plus tu parles de finance islamique et compagnie, moi j'ai déjà eu la réflexion, est-ce que c'est pour financer le terrorisme? Enfin, Oui, je me c'est clair, rappelle hein, ce enfin voilà. point-là. Donc tu vois, c'est pas forcément bien intégré. Pour te dire, même les grosses boîtes, hein, quand tu essaies de négocier, de mettre en place des plans d'épargne entreprise pour nos chefs d'entreprise avec un côté éthique, plutôt que de laisser le leur qui demandait juste à domicilier des fonds. Ils veulent pas se coller cette étiquette-là, alors qu'il y a une masse de clients qui seraient intéressants pour eux. Mais se coller cette image-là d'islamique, euh, ça n'intéresse pas. Donc ce que tu me dis, je l'entends. Mais même un client qui ira en banque en disant bah écoutez, moi j'ai pas le droit à la riba et compagnie, le conseiller, moi je l'ai eu hein, avec ma banque que tu adores, euh, ma directrice qui m'avait demandé de faire des placements, je lui ai expliqué clairement que non, mes fonds resteraient sur le compte courant, et je lui ai expliqué que j'étais musulmane. Je lui ai dit si vous avez une alternative éthique, je travaille avec vous, parce qu'elle m'a toujours soutenue, hein. Mais je lui ai dit mais si vous n'avez pas d'alternative éthique, je suis désolée, je reste, je campe sur mes positions d'un compte courant. Elle l'a très bien compris, mais ils ont pas, ils savent pas faire. Mais c'est vrai que si, je pense que si tu as 10 musulmans par jour qui te disent qu'on veut un truc, je Oui. pense que la banque elle va faire de l'argent, je pense qu'ils vont trouver des solutions pour rentrer dans ce business-là. Mais si personne ne dit rien et personne ne reste là-dessus, il n'y a pas de raison qu'ils changent des choses. Ouais, mais je Tu vois, suis persuadée que la majorité des musulmans ne savent même pas que, enfin, ne savent même pas que, beaucoup, hein, par mes connaissances, hein, c'est pas un reproche, hein, euh, Mhm. que les livrets sont riba, oui. Oui, malheureusement, ouais. Malheureusement. Voilà, Exactement, c'est ça le je souci. veux qu'ils aillent revendiquer quelque chose ou l'expliquer alors qu'eux-mêmes ne le savent pas. Il y a un manque Ouais. d'éducation vraiment financière islamique de ce qu'on a le droit ou pas. Enfin, la riba, déjà, c'est une notion qui est mal comprise, qui est très mal comprise hein, dans notre communauté, hein. Moi, je te dis, j'avais fait la conférence à la mosquée, je crois que c'était il y a 15 jours. Et pourtant, j'avais un public plutôt de jeunes, la vingtaine. Les riba, ils me regardaient comme ça. Ils savaient, enfin, beaucoup ne savaient pas ce que c'était. Et j'ai expliqué plusieurs notions de riba et compagnie, et je me suis dit, mince, c'est dingue. D'habitude, j'ai un public un peu plus âgé, qui ont cette notion-là de riba, de voilà. Ils connaissent pas les détails, mais ils ont cette notion-là. Et là, je les voyais, hein. Et là, je me suis dit, mince, j'avais vraiment l'impression, c'était la première fois que ça m'arrivait, hein, Mhm. un public en face de moi, qui savait même pas ce que c'était la riba. Et ça m'a étonné, vraiment. Ça m'a fait bizarre, c'était la première fois que ça m'arrivait. Alors, c'est quelque chose que, quand même, qui est assez grave. Ouais, mais là, ils étaient plus jeunes, donc je pense que voilà. C'est pour ça que je te dis que l'éducation des enfants, et je le dis tout le temps, l'éducation de nos enfants est primordiale. Quand je vois que les jeunes de 20 ans à aujourd'hui, la riba, c'est une notion qui est pas acquise, ils savent pas ce que c'est. Voilà, pour développer la finance de demain et pour développer des investisseurs, des musulmans qui auront vraiment toutes les bases de ce qu'on a le droit ou pas de faire, il faut éduquer nos enfants. Donc, si on revient à l'argent, justement, à l'inflation, le pouvoir d'achat, etc., en finance conventionnelle, ils ont certaines solutions pour limiter la casse. En finance islamique,
est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel rempart concrètement on a pour que notre argent ne fonde pas? Parce que si, moi j'ai vu une enquête, on, on a 50 000 € avec une inflation à 3%, et je sais que de base, hein, elle est bien plus haute parce que quand on va inviter des gens de banque centrale, ils vont pas dire que c'est de leur faute, ils vont pas dire que voilà, ils vont un peu maquiller ça à leur sauce. J'ai vu que 50 000 € sur 30 ans, on se retrouve avec une diminution de 38%, de 58%, pardon, 58%, quand même de son capital. Ça veut dire qu'en gros, il va rester à peine 20 000 € sur les 50 000 si on bouge pas. C'est vrai que ne rien faire, c'est un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais, ben, tu perds de l'argent. Et les gens ne prennent pas conscience de ça. Ils pensent qu'il y a de l'argent sur leur compte. Il y a 100 000 € par exemple. Pour eux, ça reste toujours 100 000 €. Non, ton argent, le pouvoir d'achat est en train de fondre. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en 2026 pour que, de manière halal, pour que notre argent ne fonde pas? Je vais sortir mon petit chapeau de magicien. Non, je rigole. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein, tu le disais, effectivement. Moi, j'ai lu pas mal d'autres études hein, sur l'inflation. C'est ce qu'on disait la dernière fois, hein, le voleur silencieux. Hein. Il faut savoir que tu peux parfois perdre jusqu'à 5% par an à cause de l'inflation sur ton pouvoir d'achat. Euh, J'étais gentil, hein. Bah, Ouais, j'étais gentil. c'est des études qui sont sérieuses, hein. Et c'est vrai qu'en finance conventionnelle, ils ont cette alternative des livrets. Nous, en tant que musulmans, Mhm. effectivement, ça va être des comptes courants. Si on laisse dormir notre argent et qu'on respecte certaines règles, ça va thésauriser sur des comptes courants. Donc c'est encore pire pour nous. Mais pour ceux qui sont en finance conventionnelle, ils vont avoir les livrets A. Alors, il faut savoir que le taux du livret A ne compense pas l'inflation. Mais il y a déjà ça, c'est déjà ça. C'est-à-dire on a même quand même une réduction de la perte de pouvoir d'achat, on va dire, comparativement à un musulman qui sera investi que sur un compte courant. Alors, des alternatives, il y en a, bien entendu. Le but, c'est de ne pas aller les contrats ribawi, ça c'est sûr, mais de ne pas les laisser dormir non plus sur un compte courant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'argent en compte courant comme ça? Ben, c'est tout simplement de l'investir. Il y a pas mal de solutions aujourd'hui. Et moi, je dirais qu'il faut diversifier. Tout à l'heure, tu me posais la question, effectivement, l'investissement d'hier, enfin l'investissement de demain, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est aussi facile que l'investissement on va dire, des années 2000 ou... Non, pas du tout. Mais à aujourd'hui, quoi qu'il en soit, pour répondre à la première et à la deuxième question, il va falloir diversifier. C'est dans la diversification déjà qu'on va se couvrir de l'inflation et surtout Mhm. maîtriser le risque, toujours avec une bonne stratégie, bien entendu, hein. Mais alors d'abord, on peut évoquer, alors si on parle d'une valeur qui va être une valeur vraiment refuge, ça va être l'or déjà, hein. Mhm. L'or physique, je parle de l'or physique hein, bien entendu. C'est un actif qui est quand même tangible. Alors ça a toujours été une réserve de valeur, surtout quand on a des périodes d'instabilité monétaire. Et on le voit là, hein, quand on a vu, on voit ce qui se passe hein, sur les marchés financiers, quand il y a des incertitudes comme ça, géopolitiques ou autres, on voit le cours de l'or monter et on voit même certaines institutions récupérer leurs réserves d'or ou faire des réserves d'or. Donc il n'y a pas photo, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc l'or bien acheté, effectivement, ça peut être une solution. Alors attention, c'est vrai que l'or, c'est une valeur refuge. Ça n'apporte pas vraiment de revenus passifs, ça n'a pas de rendement. Voilà. Voilà. Beaucoup pensent que l'or, ça va apporter un rendement. Non, c'est sur du long terme, bien entendu. L'or, alors j'ai entendu la semaine dernière, on me disait, oui, mais l'or, ça prend toujours de la valeur. Oui, ça a pris de la valeur depuis des années. Mais il faut faire attention, ça a aussi un actif sur lequel il y a de la volatilité, mais c'est pas une crypto-monnaie. Ça peut baisser. Ouais, Ça prend pas ouais. toujours que de la valeur, hein, ça peut diminuer. Et tout le monde pense que ça peut monter. Donc voilà, ça, il faut l'intégrer aussi. Mais ça reste une valeur qui est stable et sur lequel, effectivement, quand on veut protéger un peu de son patrimoine, c'est peut-être d'en avoir aussi. Après, le meilleur rempart, hein, j'ai envie de te dire, les autres solutions, ça va être d'investir sur différents marchés. On l'avait vu, nous, dans notre formation, qu'il existait différents marchés. Tu peux aller sur les matières premières, tu peux aller sur les métaux précieux, tu peux aller sur l'immobilier. Et il y a tout ce qui va être économie réelle, les financements, les projets participatifs, le crowdfunding. Bien entendu, Mhm. de manière éthique, hein, bien aller sur des actifs qui soient halal, parce que on a la même chose en finance conventionnelle, mais nous, on peut avoir la même chose, mais il faut bien regarder le côté chariatique de l'investissement. Mais dans l'économie réelle, c'est quoi quand on dit économie réelle? C'est vrai que pour beaucoup, c'est pas parlant. C'est investir par exemple en bourse, dans la bourse halal, bien entendu, via le Mhm. financement. C'est quoi? C'est via financement participatif d'entreprise. En fait, tu viens tout simplement participer au capital d'une entreprise, acheter Tout des à fait. parts voilà, d'entreprise, hein. Et là, tu les soutiens, bien entendu, conforme toujours à l'éthique, hein. Ça crée de la productivité, ça crée de la richesse réelle.
là. Donc c'est pour ça qu'on nous, en tant que musulmans, c'est ce qui nous est demandé, c'est de vraiment d'investir dans l'économie réelle, de faire tourner tout cet écosystème-là, et tout le monde y est gagnant. Au final, si vraiment on pose les bases et qu'on regarde ce que ça peut déclencher, c'est-à-dire la création du pouvoir d'achat, des emplois et vice-versa, enfin voilà, c'est plutôt, j'ai envie de te dire, un investissement qui est responsable aussi, mine de rien. Après, on peut aller dans l'immobilier, mais j'attire encore votre attention. L'immobilier avant et l'immobilier d'aujourd'hui, tout dépend dans quel pays on se trouve, hein. Mais moi, je parle vraiment du cas franco-français. Mais c'est mort ou c'est pas mort du coup? Alors, on va y venir, c'est mort ou c'est pas mort? Non, c'est pas mort à l'immobilier, bien choisi et bien structuré. Ça reste un pays solide. Il n'y a pas photo, on est sur du tangible. Mais, comment te dire, il faut faire attention. Enfin, avant de se lancer dans l'immobilier, il faut prendre en compte toutes les contraintes, j'ai envie de te dire, euh, toutes les contraintes du pays, c'est-à-dire englober la fiscalité, regarder toutes les normes qu'il va falloir respecter, toutes les obligations réglementaires, et se dire, ben voilà, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que c'est judicieux ou pas, est-ce que j'ai les épaules pour le faire aussi, et est-ce que j'ai réellement un rendement au final, parce que acheter pour acheter sans stratégie, c'est pas évident. Donc non, l'immobilier effectivement, c'est locatif, hein, par exemple, je parle du locatif classique, je parle pas pour la résidence principale, c'est encore autre chose. Euh, il est pas mort, hein. Concrètement, il est pas mort, mais j'ai envie de te dire qu'il est plutôt à bout de souffle. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de nos clients qui se plaignent un petit peu de l'immobilier en pensant qu'ils auraient des rendements faramineux, mais quand on ajoute tout, la fiscalité, le syndic, etc., Un modèle de- forcément, Et voilà, il y a plein de trucs, il y a des restrictions. Alors maintenant, en plus de ça, nouvelle loi de finances, alors c'est pas complètement adopté, mais moi j'ai noté tout ce qui allait éventuellement changer, les règles des meublés LMNP, tout ce qui est règles d'amortissement. Le problème, c'est qu'il y a tellement une crise du logement durable, hein, longue durée. mhm, Pourquoi? Parce qu'il y a eu un engouement sur les Airbnb, les courtes durées, parce que c'est rien, ça, ça rapporte, hein, ça a un rendement qui reste c'est très vrai. intéressant. Et ben, qu'est-ce que ça a causé? Ça, mécaniquement, ça a causé une pénurie de logements longue durée, et on a vraiment ce manque en France. Donc l'État, pour contrer tout ça et rééquilibrer les choses, va un petit peu punir ou agir, va vraiment essayer d'agir sur la fiscalité et mettre en place de nouvelles règles, de nouvelles obligations pour pouvoir inciter, j'ai envie de te dire, ou même contraindre plutôt, j'aime pas trop ce mot-là, mais contraindre Ça va euh, être ça, je pense. c'est ça en plus, les propriétaires à louer plutôt sur de la longue durée que sur de la courte durée. Pourquoi? Parce que mécaniquement, le Airbnb, tout ce qui va être courte durée, va être moins intéressant parce que avec toutes ces règles-là qu'ils ont pondues et la fiscalité qui va changer du LMNP et maintenant le LMP, le loueur meublé professionnel, il y aura a priori une imposition à partir de 23 000 euros. On deviendra pardon, LMP et non plus loueur meublé non professionnel. Avant, il y avait des règles, on devait avoir un certain pourcentage, corréler ça à un pourcentage de nos revenus. A priori, on va faire sauter cette deuxième partie pour que beaucoup de personnes ne puissent plus avoir ces avantages fiscaux-là et se rabattent vers de la longue durée. Donc voilà, Ça promet, ça promet. ça promet. Mais il y a un truc qui monte aussi en ce moment, et donc il y a tout ça, l'investissement, etc. Donc tu nous as montré qu'il y a la bourse pour participer à l'économie réelle, les métaux précieux, le crowdfunding aussi qui est pas mal Alors intéressant. voilà, tous les projets réels participatifs, hein, investir dans des projets jeunes start-up innovants dans Mhm. l'industrie, tout ça, maintenant, c'est voilà, ça. Les gens y adhèrent de plus en plus, c'est de plus en plus connu. Autant avant, on n'y allait pas forcément. Et aujourd'hui, il y a tellement d'initiatives et je te dis, on communique plutôt bien sur ce type de projet que bah, les gens, ils y vont. Après, il n'y a pas besoin de grosses mises pour aller sur des projets comme ça, hein. Je sais que, par exemple, alors j'aime pas trop faire de pub, mais là, je vais le dire quand même, hein, s'il a Invest le fait avec des J'y coupons. pensais aussi s'il investe, oui. Voilà, il le fait avec Suez Gurkuf, hein, ils le font avec des coupons de 500 euros. Donc pourquoi pas? Tu vois, ça peut être pas mal. Donc plutôt que de laisser dormir, de thésauriser, moi je préfère dire, bah oui, mais même si c'est par petits coups de 500 euros sur plusieurs projets, bah voilà, allez vers ces opérations. Exactement, Voilà, exactement. On construit des sources. Plus il y a c'est de ça, sources, plus de l'argent rentre. C'est comme ça. Et tu as tout à fait raison. c'est ça. Mais je disais qu'il y a un problème. Il y a un autre truc qui arrive aujourd'hui. On entend beaucoup de politiciens aujourd'hui, Nadia, sur les plateaux, hein, normal, hein, qui disent oui, on va euh, prendre dans l'épargne des Français, etc., etc. On voit que le pays est endetté, on voit qu'il y a de plus en plus de problèmes. Donc, il y a cette peur qui monte sur le blocage de comptes, on va te gérer des comptes, les faillites bancaires. Et toi, en tant que gestion de patrimoine,
comment tu vas structurer le patrimoine de tes clients pour les mettre à l'abri d'un risque systémique bancaire? Ouais, alors ça, c'est une grande question. Et en fait, cette Hein? étude, elle monte, mais elle monte réellement et elle est même Réellement, ouais. légitime. C'est hallucinant. Alors, pour te dire, petite anecdote, hein, justement, en évoquant ce sujet-là avec des clients, en faisant ma propre recherche, je me suis rendu compte que, tu vois, par exemple, on parle des comptes bancaires, la réglementation BAL 2, maintenant, il va y avoir la crypto-monnaie, l'euro numérique, les obligations réglementaires déclaratives, des dons, tu vois, il y a pas mal de choses. Crédit social, revenu universel, Donc, ce ce qui truc-là. est mis bout à bout, ça fait peur. En fait, ça crée vraiment une panique, hein. Tout le monde qui me dit, je fais comment? Je retire mes sous. Donc, je vais te dire un petit peu la stratégie adoptée. Mais pour te dire autre chose, autre anecdote, je me suis rendu compte, par exemple, l'or. On dit toujours, bah, acheter de l'or, c'est super intéressant, effectivement, l'or physique. Mais il faut faire attention, pour des questions de sécurité, pas le garder à la maison, le mettre au coffre, à la banque ou dans un coffre. Et en fait, je viens d'apprendre, bah, début de semaine, parce que c'est mon cas à moi, que quand tu mets ton or dans le coffre à la banque, ben, c'est soumis à la réglementation BAL 2 aussi. Donc c'est pas juste les livrets et les comptes courants qui sont bloqués, c'est le coffre. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce truc BAL 2 parce que les gens sur la fortune immobilisée ou je sais pas quoi, ce truc, Ouais. pas bon, les gens se rendent pas compte, mais c'est vrai que là, ils sont en train de ratisser large, comme on dit. Alors en fait la réglementation BAL 2, c'est tout simplement, c'est la loi, enfin BAL 2, c'est plutôt la loi Sapin 2. Excuse-moi, je dis Mhm. n'importe quoi. C'est la loi Sapin 2. La BAL 2, c'est encore autre chose. J'ai Mhm. mélangé, je m'en excuse. La loi Sapin 2, pardon. En fait, ça laisse la possibilité à un État, notamment les banques, hein, les organismes financiers, de pouvoir temporairement geler vos avoirs, Aïe. vos comptes bancaires, ça fait peur, vos comptes bancaires en cas de risque systémique, par contre, par exemple bancaire. Il y a un problème, il y a une crise. On l'a vu, par exemple, c'était à Chypre, alors attends, c'était en 2013. J'étais encore en banque, moi, à l'époque où il y a eu le subprime 2009. Ouais, ça doit être ça, 2012-2013. Euh, Mhm. voilà, et on avait vu effectivement que il y avait la Grèce, hein, l'histoire de la Grèce, de Chypre et compagnie, qui avait bloqué tous les avoirs bancaires C'est vrai. grecs, effectivement, parce qu'on avait une crise systémique, et puis bah, ils ont mis un peu la main sur l'argent. Et cette loi Sapin 2 permettrait effectivement à l'État et notamment aux banques de pouvoir geler les avoirs pour éviter bah, que tout le monde fasse des retraits et qu'on ait une déperdition en fait, de valeur de la monnaie. Donc ça fait Le peur. fameux bank run, là, le bank run. Ouais, Quand tout le monde a peur et je vous rappelle que l'argent en banque, euh, ils n'ont pas tout l'argent, d'accord? C'est juste, ouais. faut comprendre ça. Alors après, attention, hein, c'est vraiment dans des cas de crise systémique et ce serait des gels temporaires, hein, notamment des retraits ou des contrats d'assurance vie en fonds en euros. Alors il faut savoir que généralement, quand on a des placements plutôt sur ce qu'on appelle des unités de compte en bourse, c'est pas, on peut pas les bloquer. Mhm. Voilà, c'est plutôt tout ce qui va être livret, tout ce qui va être compte courant, tout ce qui va être fonds en euros, des assurances vie. Voilà, c'est ce type, j'ai envie de te dire, euh, d'investissements qui peuvent être bloqués et également ce que vous avez dans votre coffre. Je l'ai appris cette semaine, j'étais Mais ravie. c'est vrai que j'ai vu que beaucoup, là, des milliards sont sortis de tout ce qui était livré à et compagnie. Je pense que les gens, ils ont pris conscience de certaines choses. Mais maintenant, quelle solution pour Alors contrer moi, ça? tout à fait. Retrouver sa souveraineté financière, comme on dit. C'est ça. Alors il y a des solutions effectivement à ça pour pallier à ça. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, dans ma carrière où au moment où il y avait un moment de panique comme ça aussi, où on transvasait tout sur quand j'étais en finance conventionnelle sur des assurances vie et on mettait tout en unité de compte. C'est déjà ça. Les unités de compte, c'est quoi? Bah déjà, c'est tout simplement aller les unités de compte. Dans les unités de compte, on va trouver par exemple des actions d'entreprise. Déjà, c'est sortir de ce système peut-être bancaire livret et partir sur des actifs, sur ce qu'on appelle de l'économie réelle via la bourse, par exemple. D'accord. Voilà, plutôt investir sur des placements autres que sur du livret. Alors déjà, il n'y a pas photo. Je pense que la règle, c'est peut-être déjà de diversifier ses banques, en avoir déjà au moins deux, je pense. S'il y en a une qui bloque d'un côté, peut-être que l'autre côté, ça sera peut-être plus léger pour sortir. Alors, sortir une partie de son patrimoine du système bancaire, hein, c'est ce que je disais, aller sur de l'immobilier, ou par exemple sur des actifs tangibles, hein, la bourse, Mhm. le crowdfunding, les projets participatifs. Euh, Mhm. voilà, ne pas tout mettre ses œufs dans un même panier et en fait ne plus dépendre d'une banque. Faut pas laisser son argent dedans parce que plus vous allez investir sur des actifs qui sont pas bancarisés et plus vous allez échapper à la mainmise de l'État et des banques, des institutions financières sur votre argent. Il n'y a pas
photo. Si vous Dis les RWA aussi, les RWA, c'est une nouvelle tendance, dis-le. Oui, voilà. Bon, il faut aller aussi sur la crypto-monnaie. Voilà, partir sur des actifs autres, type actifs, enfin crypto actifs, pardon, je vais y arriver. Tout à fait. Actifs. Par contre, j'attire encore votre attention. C'était le cas avant. Aujourd'hui, avec la DAC8 et tout ce qui se passe, l'obligation réglementaire de transparence, je suis pas sûre que la crypto-monnaie Ils soit. sont en train de bloquer, ouais, ils sont en train de bloquer Ouais. pas mal de choses. Et si t'es pas initié, c'est vrai que tu vas être. C'est pour ça que je mets un petit bémol parce que ça l'était il y a encore un an. Aujourd'hui, avec tout ce qu'ils sont en train de pondre, toutes les nouvelles réglementations, obligations déclaratives, la DAC8 avec les contrôles, la DAC8, hein, c'est une réglementation qui va s'appliquer au partir de janvier 2026 et qui va obliger en fait toutes les plateformes qui domicilient les cryptos actifs en Europe, de transmettre, il y aura un devoir de transparence des fonds détenus par les ressortissants européens, donc au fisc. Donc ils sauront exactement ce que vous avez C'est vrai. investi, voilà. Donc il va y avoir cette obligation déclarative des plateformes au fisc directement. Donc attention, si vous faites pas vos déclarations vous à côté, vous risquez des sanctions. Les PV, je pense qu'ils vont pleuvoir. D'où le fait de pouvoir être décentralisé. Et même là, c'est pour ça que je mets un petit bémol. Je pense que ça va changer. Ils sont en train comment te dire? De fermer les portes. C'est ça. Parce que je vais t'expliquer comment ils ferment les portes. Pour aller sur une plateforme quand même décentralisée, on a besoin d'apporter des liquidités. Il faut les transférer, ces liquidités-là. On les transfère via nos cartes ou via des comptes bancaires quand même, mine de rien. Tout à fait. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils bloquent les flux. Donc en fait, quand tu fais un virement, et je l'ai eu encore, enfin c'est un client qui m'a écrit hier en me disant la banque m'a bloqué 3 fois. Je me demandais pourquoi les investissements n'avaient pas été faits sur des NFT. Je venais un peu aux nouvelles parce que j'ai un suivi quand même régulier à voir si tout est ok. Et en fait, il m'expliquait qu'il venait juste de réussir à le faire. Il a dû négocier avec sa banque parce qu'à 3 reprises, elle l'a bloqué. Donc c'est comme ça qu'ils vont fonctionner maintenant. Tout ce qui va être décentralisé, wallet décentralisé, s'ils n'ont pas un regard dessus, s'ils n'y ont pas accès, ils sont capables en fait d'agir sur ça en venant bloquer vos transferts vers ces wallets-là. Donc je pense que, comme je te dis, l'investissement en crypto-monnaie, avant on disait bon ben c'est cool, liberté financière, c'est décentralisé, c'est top. Je pense que là ils vont faire barrage et ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué pour les non-initiés parce qu'ils vont aller dedans et il va devoir. Ça va les freiner, je pense, et ils vont passer par les banques. On a vu que le groupe BPCE, j'arrive toujours du mal, Ouais. BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne, troisième groupe français du coup, s'est lancé. Vous voyez, des fois les pires ennemis de la crypto se mettent maintenant en vendre. Donc vous voyez, donc les choses changent et donc ce cadre-là va profiter à qui? Aux institutions encore une fois. Donc voilà, mais d'où pourquoi les gens s'inquiètent maintenant de cette souveraineté financière qui. Ouais. Mais après, au-delà de ça, je te disais effectivement, il faut diversifier, il faut aller sur d'autres Tout actifs. à fait. Oui, mais attention aussi. Je pense que ça va être important aujourd'hui parce que les règles changent tellement en termes de succession, de donation. En fait, on a une fiscalité qui bouge de tous les côtés. Et je pense que au-delà de ça, il va falloir utiliser comme des structures juridiques, comme les SCI ou les holdings. Alors attention, dans tous les cas, les SCI ne sont pas forcément judicieuses. Ouvrir une SCI pour ouvrir une SCI, non. Si j'ai envie de te dire, l'utilité est vraiment là. Une bonne holding, ce type d'outils juridiques pour venir protéger et séparer ces actifs, ça peut être un petit plus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas paniquer, il faut juste anticiper clairement ce qui va se passer et avoir une stratégie, bien poser les choses. Il faut être accompagné, je pense, parce que tout le monde n'a pas ces connaissances-là, mais je pense qu'à un moment donné, il faut réellement passer à des stratégies bien réfléchies de A à Z. C'est plus- Pour celles et ceux, les frères et sœurs qui nous écoutent et qui ont peur de la bourse, beaucoup ont peur de la bourse, parce que c'était transmis par les parents, etc. On disait jouer en bourse, etc. On voit ça comme un casino. Pourquoi c'est risqué de ne pas y être exposé en 2026? Et comment on peut sélectionner des entreprises solides qui traversent les crises? En faisant notre formation Capital Éthique. On apprendra à faire des ratios. On apprendra tous les ratios. Ça, c'est le coup de pub, c'est le coup de pub. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on C'est a fait vrai. dernièrement. Effectivement, c'est comme ça qu'on regarde si l'entreprise est solide ou pas. Quand tu rentres dans le bilan de l'entreprise et que tu te dis l'action, là, tu te dis ah oui, j'y vais ou j'y vais pas. Il n'y a pas photo. Quand tu es formé, tu sais tout de suite si elle est bonne ou pas. C'est vrai qu'elle épluche à fond les entreprises.
Voilà. Même trop à fond, mais Oui, bah oui, alhamdoulilah. mais bon, le but, quand j'achète une action, moi, si quand je veux acheter quelque chose, je vérifie, ben, tu regardes son coût, tu regardes ben, si le produit est plutôt bon, est-ce que c'est de la qualité, voilà. Ben là, c'est pareil, je veux acheter une action, je suis désolé, c'est une action adossée à une entreprise, je vais quand même faire l'étude de l'entreprise. Je fonce pas comme ça. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Alors oui, effectivement, la bourse a toujours fait peur à beaucoup de monde parce que ce sont, comme je te dis, aller en bourse, il faut être un minimum averti, il faut un minimum de formation. Alors c'est bien les ETF, quand on connaît les grandes lignes des ETF, ça travaille tout seul, c'est un panier d'actions qui suit le cours d'un indice, on en souscrit, on met ça dans un compte titre, on laisse travailler tout seul. Donc ça c'est le côté bourse pépère. Et selon ton profil, tu vas partir sur des ETF plutôt équilibrés ou plutôt dynamiques. Pourquoi pas? Mais la bourse, c'est-à-dire vraiment acheter du titre vif, du titre vif, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression que c'est du casino. On se dit c'est très volatile, je peux tout perdre. Mais il faut pas oublier qu'en islam, ce qui est demandé à un musulman, c'est de prendre une part de risque aussi dans ses investissements. Les placements garantis comme les livrets A ou le compte courant qui dort ou on thésaurise, c'est pas conseillé du tout. Et aller en bourse. Alors il faut savoir aussi que la bourse c'est quand même la seule, une des seules, c'est pas la seule, une des seules classes d'actifs qui bat l'inflation sur du long terme. Et c'est des études qui le montrent, c'est pas moi qui le dis, hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc il n'y a pas photo. Si demain on est prêt à prendre un peu de risque et faire fructifier son patrimoine sur du long terme petit à petit, la bourse ça reste quand même une voie qu'il faut aborder et sur laquelle il faut aller. Alors oui, il faut un peu de formation. On n'est pas obligé d'être trader non plus. C'est vrai. On vous demande de mettre plein, plein d'argent dessus, enfin des grosses sommes, vous pouvez y aller avec des petites sommes, petit à petit, des 20 euros, des 50 euros, en achetant petit à petit des actions avec une bonne stratégie, avec un peu d'éducation financière, on peut très bien aborder ce marché-là de manière sereine. Alors bien entendu, faire très attention parce que la bourse pour un musulman n'est pas interdite. Hein, je l'ai déjà entendu. Oui, c'est haram les actions. Non, il y a des actions effectivement, il y a des critères qui sont édictés par l'AIAOFI hein, à respecter quand on fait le choix d'action. Il y a des screeners aussi qui le font pour vous maintenant. Hein. Zoya, Islamic Life, enfin il y en a pas mal. Hein. Alors c'est mou, ça fa. Moustapha, mais je te coupe 2 secondes. C'est vrai que ce que tu dis, les gens, ils pensent qu'en fait, c'est haram, alors que, en fait, si vous allez chez un musulman qui est une entreprise qui fonctionne bien, qui est halal, hein, et qui fait une introduction en bourse, pourquoi ça serait haram? Non. En fait, ce que vous venez Voilà. faire, c'est que vous venez faire un apport en capital dans C'est leur tout. fonds, tout simplement pour les aider. C'est ça, hein. Donc oui, après, attention, toutes les actions ne sont pas halal. Donc, je te dis, il y a des règles d'endettement. Hein. Il faut pas qu'il y ait certains ratios. Bon, je vais pas faire les ratios parce qu'on n'est pas en cours de finance islamique, hein, mais il y a des ratios à respecter en termes d'endettement, de riba. Hein. Par exemple, une entreprise, une action, dans les fonds, enfin, il faut que dans cette entreprise-là, on n'ait pas un endettement, enfin, un ratio d'endettement qui dépasse 30%. Il y a des secteurs illicites sur lesquels on peut pas aller. Hein. Acheter une action Pernod Ricard, acheter une action Marlboro, enfin voilà, tout ce qui va être attrait à l'armement, à la pornographie, le divertissement, tout ça, on évite. Donc dès qu'on Mhm. a appliqué les critères, certains critères, il y a pas mal d'entreprises auxquelles on peut avoir accès et investir avec ses moyens et selon son profil et sa capacité, enfin ses appétences à la bourse sur ce marché-là. C'est tout à fait possible. Et c'est pas Oui, haram tout le temps. parce qu'il y a beaucoup de musulmans aussi qui se lancent en bourse sans regarder ces trucs-là, ils pensent que tout est halal alors que pas du tout. Tu fais bien de le souligner. Et il y a aussi ce côté, ces mauvaises croyances qu'on a en ligne. Et toi, là-dessus, on discute souvent. Et l'importance de la diversifier. Même moi qui est très très crypto, je parle toujours de diversification, c'est important. Et, euh, et souvent on dit ETF, ETF c'est très bien, alors que non. Si je prends l'exemple des ETF entre 2000 et 2013, on a environ à peine 3%. Même certains, ça dépend, ils ont perdu beaucoup plus d'argent à cette époque-là. Donc Mhm. c'est vrai que c'est bien sur du long terme, et c'est ça, c'est du long terme parce que les gens veulent tout à court terme aujourd'hui, Oui, c'est ça. mais il faut comprendre que il y a des cycles, il y a des fois où ben, il y a des bulles, etc. Il faut patienter, tout n'est pas tout magique, donc il faut savoir aussi avoir un gestionnaire de patrimoine comme toi qui va te dire quoi faire parce qu'il faut se protéger parce qu'on n'a pas toujours un marché qui monte.
Que ce soit en crypto, que ce soit en bourse, que ce soit sur le métaux Il faut précieux, l'accepter. Il faut l'accepter en fait il en faut se disant l'accepter. 10 ans, tu vas peut-être avoir 5 bonnes années et 5 années où tu vas pas surperformer. Et ça, ils l'acceptent pas. Et le problème, c'est que c'est ça. La notion de bourse, elle est tout de suite reliée, comme tu disais tout à l'heure, au casino. Pour eux, c'est jouer. Ah, donc eux, ils se disent, ben la bourse, je vais jouer et je vais gagner très vite. Donc c'est comme ça qu'on voit la bourse. Eux, ils se disent, si je vais en bourse, je vais gagner de l'argent. Et en fait, non. Les marchés financiers, c'est la participation. Moi, je dis toujours, c'est pas une question de jouer en bourse, c'est une question en fait de participer à l'économie réelle. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et de se dire, ben moi, petit à petit, ok, je suis en soutien aux entreprises, je me constitue un patrimoine boursier avec des actions, des ETF, peu importe, en panache, hein, et peu importe les stratégies. Est-ce que j'investis de manière régulière, ce qu'on appelle en DCA, voilà, enfin, peu importe, il y a pas mal de stratégies qui existent, mais il faut voir ça sur du long terme. C'est sur du long terme qu'on se constitue un patrimoine, Tout à et fait. il faut pas s'attendre à être millionnaire avec de la bourse, quoi. Enfin, j'ai pas encore vu ça. À moins qu'on ait un gros apport, qu'on soit riche de base, Oui, héritier. voilà. Mais Et, sinon, c'est pas comme ça tac que du jour au lendemain, on arrive à faire des choses. Et c'est vrai qu'il faut là-dessus informer les gens là-dessus. exactement. Maintenant, parlons d'un truc. Dis-moi. Un sujet qui m'intéresse. Moi, je viens te voir. Moi, si je suis un client, je m'intéresse aux crypto-monnaies. Donc, toi, quelle place tu vas donner, quelle place tu donnes aux crypto-monnaies dans une stratégie patrimoniale sérieuse? Bon, ça va être sérieux, je sais. Est-ce que c'est un actif de protection ou de spéculation pure selon toi? Ça, c'est pareil, c'est toujours un débat, hein, les crypto-monnaies, entre le halal, le haram, le machin. Enfin, il y a tellement d'interrogations, de non-dits ou de mal-dits. On entend tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, donc tout est mal interprété. Moi, j'ai envie de te dire que la crypto, ce sont pas de bonnes ou de mauvais, c'est pas forcément bon ou mauvais en soi, en gros. Mhm. Mais tout dépend en fait de comment tu vas les utiliser. Quand tu investis dans la crypto-monnaie, quel est ton but? En fait, est-ce que c'est encore une fois de diversifier, ça peut être un outil de diversification, de diversifier ton patrimoine, ça peut être ça, hein, Mhm. effectivement. Alors moi je dis toujours hein, dans mes préconisations patrimoniales, la crypto-monnaie, ça reste quand même un actif très volatile. Et encore une fois, c'est un actif sur lequel il faut avoir un minimum de formation. J'entends souvent, mais oh, j'ai investi en crypto, je l'ai encore eu cette semaine, en crypto-monnaie. Mais j'ai jamais gagné, en fait, le truc, il vivote. Ah oui, mais investir en crypto-monnaie sans stratégie, forcément, si tu achètes de la crypto-monnaie et tu attends que ça se passe, bah, il va rien se passer. Donc tu vas juste faire ça, voir, voilà. Donc, quand on investit en crypto-monnaie, il faut le voir soit sur un outil, comme un outil de diversification. Donc moi, je dis pas plus de 5%, 5, alors pour les plus avertis, 10% de son patrimoine, pas tout mettre en crypto-monnaie, parce que comme je te dis, c'est un Tout à actif très fait. volatile, hein. Voilà. On peut le voir comme un outil de diversification. Ça peut être aussi un outil de protection, mine de rien, contre l'inflation et la dévaluation. Il n'y a pas photo. Quand on regarde les rendements qu'on peut avoir en crypto-monnaie, et là encore une fois, sur du long terme, Merci de le dire. Merci de le dire. C'est ça, c'est quand on dit crypto-monnaie, pour eux, tout de suite, c'est bingo, je suis très dans le bien. mois, dans la semaine, ça y est, c'est bon, ils sont riches. Voilà, c'est ça. Mais je comprends pas, on m'a dit d'investir et j'en suis que là. Ben non, ça se passe pas comme ça. Et en qui plus est, 90% des personnes qui investissent en crypto-monnaie perdent leur argent. Pourquoi? Parce que ils y vont en se disant, ben on m'a dit que c'était très volatile, mais je peux faire des gros coups, je vais gagner. Donc tout de suite pour eux, ils voient la richesse. Mais en fait, ils ont investi sans stratégie. Mais c'est quoi ta stratégie? Est-ce que tu t'es fixé en te disant, ben voilà, moi j'achète de la crypto-monnaie, si je fais un x2, je sors, je prends mes gains, je swap. Voilà, il faut se mettre, en fait, faut définir sa stratégie et prendre ses gains au fur et à mesure ou se mettre un palier ou se disant, ben moi si j'atteins ça, je vends. Voilà, c'est ça. C'est pas clair dès le départ, ouais. Voilà, ils font rien et puis ils attendent que ça dorme et puis ils veulent pas que ce soit sur du long terme. Ils pensent que je vais acheter du bitcoin, le bitcoin va monter à 150, big, je vends, je risque. Non. J'ai jamais vu ça. Enfin, c'est pour ça que 90%, je te le dis encore une fois, enfin tu le sais, hein, t'es mieux placé, hein, toi tu le vois au quotidien, encore plus que moi, perdent leur argent. C'est pas comme ça qu'on investit en crypto-monnaie. Donc non, c'est ni bon ni mauvais, tout dépend de ce que tu vas en faire, de ta stratégie de diversification, de as-tu une stratégie ou pas, mais ça peut être un terrain miné si t'es pas formé. Mais c'est vrai que c'est le meilleur, c'est l'erreur que font. On en rigole souvent quand on fait des audits de personnes. Mais c'est vrai que quand on pose la question fatidique, quel est votre objectif? Là, on a un blanc. On a toujours ce blanc-là qui nous fait rigoler. Ils savent même pas où ils vont. Et donc, comme c'est un marché qui est volatile, forcément, il y a des biais cognitifs, comme il y a de la manipulation aujourd'hui, qu'il y a des gros poissons qui sont présents et qui ont l'expérience des marchés, C'est ça. comme voilà, les gros fonds, etc. Les gens, ils se font balloter
par ce marché-là. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Et il y a des biais cognitifs, comme on l'a étudié, C'est ça. qui font que les personnes, ils sont perdants. Si t'es pas préparé au mindset, tu sais, avec le FOMO, la panique, Mhm. on a vu plein de choses, hein. Et aujourd'hui, on l'a dit, hein, autant en bourse comme en crypto-monnaie, avant, on avait des cycles. Moi, j'ai toujours dit, hein, dans la C'est formation, vrai. avant, je savais investir en bourse. Aujourd'hui, j'investis, mais avec des pincettes, parce que beaucoup d'années avant, on arrivait à savoir un petit peu ce qu'il allait se passer. Et puis quand il y avait un événement géopolitique, on savait que les marchés allaient corréler, corriger. Euh, Mhm. voilà. Aujourd'hui, on a une économie réelle qui est en souffrance, avec des marchés financiers qui sont très hauts, donc une espèce de bulle spéculative où on a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, où les cycles sont plus vraiment des cycles. Et on s'est rendu Mhm. compte en crypto-monnaie, et je crois que c'est la première fois que ça arrive là, Tout à fait. le cycle qu'on attendait n'est pas Il n'est arrivé. pas respecté. Exactement. Rien. Exactement. Donc, tu te rends compte? Et là, ouais, et là, je me suis dit, et tu sais, je t'ai fait la remarque la dernière fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que je pensais réel sur le marché boursier que je constatais arrive en crypto-monnaie. Donc, est-ce que moi, et pourtant je suis financière, je vais aujourd'hui réussir à investir correctement en bourse ou en crypto-monnaie? Et si on rajoute à ça toutes les directives d'Acuit, les plateformes, voilà, les obligations déclaratives, les transactions, enfin, il y a beaucoup de choses. Enfin, ça va être une espèce de mélange de. On va avoir peur, on va vouloir protéger, on va vouloir vendre pas au bon moment parce qu'il va falloir faire. Enfin, et ça, je sens, enfin, pas moi personnellement, hein, je sens que ça va être du grand n'importe quoi. Là, je sens que d'ici la fin de l'année, avec tout ce qu'ils annoncent, on va voir beaucoup de gens qui sont entrés en crypto-monnaie, qui vont se dire les directives vont arriver, je vends tout de suite, pas forcément au bon moment, sur le Exactement. et ben parce qu'ils sont pas avisés, pas avertis, parce qu'ils ne voient pas ça sur du long terme et qui vont plus être drivés par la panique fiscale de qui va me tomber dessus Exactement. que par ben c'est pas grave, il y a de la fiscalité, il y en a dans plein de produits et ça a toujours existé. Oui, il y a plus de contraintes aujourd'hui, mais il faut. Mais il y a aussi des solutions. C'est ça que Oui, parce il qu'ils y a ne connaissent pas. voilà, C'est c'est ça. ça. Il y a plein de solutions, donc il faut faire super attention. Voilà. Euh, Protéger son capital, c'est aussi s'assurer qu'il ira à nos enfants sans que l'État ne prenne 45%, voire plus, je sais pas. Mais quelles sont les erreurs à ne pas commettre aujourd'hui pour, en 2026, qu'on puisse faire une transmission, on va dire, correcte pour nos héritiers? Alors je viens de t'entendre dire transmission à nos enfants 45%. Ce que je vois. Non, et plus ou moins, je sais pas, mon truc, je sais que c'est élevé. Je tire un peu ce chiffre-là de mon chapeau, parce que je sais qu'en tout Alors, cas, à mon c'est avis, ou alors tu as dû coupler plein d'impositions, mais c'est pas ça. En ligne directe, abattement en ligne directe quand on a des enfants, hein, on a déjà un abattement de 100 000 euros par enfant, par parent et par enfant. Les parents ont 100 000 euros chacun par enfant. En gros, les deux parents peuvent transmettre jusqu'à 200 000 euros en toute exonération de droits, premièrement. Mhm. Et deuxièmement, en ligne directe, et après c'est des tranches, hein, c'est en moyenne 20%. C'est pas comme ça. Et c'est plus tu t'éloignes en rang et en ordre, et plus la fiscalité sur les successions, les donations est importante. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc non, je pense qu'il faut rectifier les choses. Alors c'est quand même 20%, hein. Au-delà de 100 000, on commence à payer 20%. C'est quand même 20%. Mais c'est pas 45, hein. 45, c'est déjà, on arrive déjà, alors 35, c'est déjà les collatéraux, le frère et sœur au-dessus de 24 000 euros, hein, 24 500 euros. Après, on passe à 55 pour les neveux et nièces, et à 60 quand on est de parfaits étrangers ou quand on n'est pas marié, tout simplement. Voilà, les personnes qui sont... Ça sera un truc à aborder bientôt, ça, on va bien rigoler. Ah oui, oui, ça, effectivement. Ouais. Voilà, donc il y a des conséquences. C'est pour ça que le mariage est une protection mine de rien. Mais oui, alors là c'était une petite rectification parce que 45% pour les enfants ça peut faire peur. Oui, ça se prépare tout ça. Alors ça se prépare et j'ai envie de te dire dès le départ. Enfin, qu'on ait un ou plusieurs enfants, peu importe, qu'on ait un gros patrimoine ou pas de gros patrimoine. Alors, quand il n'y a pas de gros patrimoine, c'est facile, hein. Les abattements de 100 000, on les atteint pas tout de suite. Mais effectivement, quand on commence à avoir un peu de patrimoine, c'est à réfléchir. Il vaut mieux s'organiser plutôt que d'essuyer les plâtres demain. Alors déjà, peut-être faire un testament aussi. On en a déjà parlé, hein, on a Tout à déjà fait. fait un live sur ça. Le testament est très important, notamment quand on a cette notion où on veut transmettre à nos enfants pardon, de manière éthique, enfin par rapport à ce que nous dit notre religion. Il y a certains montages que l'on peut faire. Alors, il faut faire attention. La loi islamique ne prévaut pas sur la loi française. En France, on a une réserve héréditaire et une quotité disponible qu'il faut respecter. Les filles et les garçons héritent de la même manière et il y a des règles qui ne s'appliquent pas en islam et vice-versa. Mais via voie testamentaire, on peut réserver ce qu'on appelle la quotité disponible pour effectivement aménager un testament ou via
des clauses bénéficiaires d'assurance vie pour venir rectifier un peu tout ça. Donc il y a déjà ça, déjà un testament. Et au-delà de ça, hein, je parle pas que du financier, du testament au niveau financier, parce que ça, on pense toujours que quand on fait un testament, c'est juste pour l'argent, pour définir à qui on va donner et compagnie. Un testament, c'est plus que ça. Dans le testament, on va vraiment enregistrer toutes vos dernières volontés. Par exemple, les dettes on a déjà parlé, hein, les dettes que l'on peut Tout à avoir. fait, c'est important, ouais. Musulman, voilà, décéder avec des dettes qui ne sont pas honorées, c'est quand même un poids et beaucoup de versets. C'est dommage, je les ai pas en tête là, hein, mais ça fera l'objet peut-être d'un futur live. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, beaucoup de versets l'indiquent, hein, le disent, mais ça va au-delà de ça. C'est aussi, on l'avait vu, hein, avec le frère, oh, je sais plus comment il s'appelle, ça, j'ai perdu son nom. J'ai oublié son prénom, c'est qui a fait l'application, je sais plus, mais il nous excusera, mais j'ai oublié son Ouais, prénom. j'ai oublié son prénom, mais bref. Au-delà de ça, c'est aussi, par exemple, tu vois, quand on est musulman, par exemple converti, ça peut poser problème avec la famille. Voilà, certains vont faire une crémation alors que lui, il est musulman, il va être inhumé. C'est de l'écrire, savoir si on veut être, enfin, si on veut être enterré au pays ou ici. Il y a pas mal de choses. S'il nous arrive quoi que ce soit, quel est le devenir enfin, que les deux parents décèdent, qui garde l'enfant. Ça peut être pas mal de choses, hein. Par exemple, pour des femmes, alors peut-être pas dans ce type de testament-là, je veux dire en acte authentique chez un notaire, hein, peut-être pas, mais on peut le faire via d'autres voies testamentaires, applications ou autres, hein, alors qui ne font pas forcément foi devant la loi, hein, tout ce qui va être, tu sais, l'application ou une note écrite à la maison, mais c'est bien d'écrire les choses aussi. Donc déjà de préparer tout ça, de faire des testaments, ne serait-ce que devant un notaire, pour tout ce qui va être donation, enfin transmission, succession et certains points très importants pour vous. Il y a déjà cette première chose-là. Ensuite, selon votre patrimoine, c'est de savoir comment je peux donner maintenant. Qu'est-ce que je peux donner maintenant? Enfin en avance, hein, de succession par exemple, est-ce que je peux faire des donations? Quelles sont les donations qui existent? Notamment, il y a aussi, quand on a des biens immobiliers, ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Bien réfléchir aussi quand on achète et qu'on a des enfants, quand on va acheter du locatif, qu'on va investir dans l'immobilier. C'est peut-être déjà se poser la question de, est-ce qu'il est plus judicieux que je crée une SCI pour mettre les biens dedans pour Mhm. la transmission des parts, parce que des fois c'est pas forcément judicieux, hein, ça peut avoir un coût important et pour un seul bien c'est pas la peine, tu vois. Donc selon la situation, c'est d'étudier à la base la meilleure stratégie pour transmettre plus facilement demain via une SCI, via une holding par exemple. Mettre en place un testament, faire des donations, la fameuse donation, nous on l'appelle donation Sarkozy, on peut donner jusqu'à 31 865 € en franchise de droit, hein, sans rien payer. Donc par contre il y a des règles, hein. Il faut que l'enfant ait 18 ans et que le parent ait moins de 80 ans, donc c'est déjà ça rentre même pas dans les abattements, pas rapportable à la succession, puis après on peut faire d'autres donations. Donc il y a plein de choses qui existent. Après quand on est chef d'entreprise, il y a aussi ce qu'on appelle les packs du trade. Quand on veut transmettre son entreprise à ses enfants aussi plus tard, il y a tellement de solutions qui existent. Il faut être bien accompagné, avoir quelqu'un qui connaît. Mais tout ça, ça se prépare. Et puis, ça évite plus tard, effectivement, de se retrouver quand il y a un décès, malheureusement, et qu'on n'a pas anticipé ou organisé, d'avoir une fiscalité en termes de succession qui peut être lourde. Et parfois, on se retrouve à devoir vendre des actifs, des biens pour payer les droits de succession. Au lieu d'avoir, en fait, on voulait transmettre le bien à l'enfant, mais l'enfant, on n'en aura rien. Exactement, Oh, ouais, j'ai vu ça, beaucoup de vidéos comme ça, c'est pas oui. mignon, ouais. Donc voilà, C'est c'est pas pas, mignon. c'est pas top, hein. Donc non, non, ça se prépare tout ça. Il y a plein de choses qui existent. Après, si vous avez un bon notaire, faites-vous accompagner de votre notaire. Après, les gestionnaires de patrimoine savent très bien faire ça. Voilà. D'accord. Vous guidez. Donc, je profitais pour rappeler que si vous voulez vous faire accompagner, justement, vous trouverez un lien en description. Vous aurez au téléphone Nadia, ou moi, ou encore un de nos collègues, qui pourra vous éclairer sur ce qu'on peut proposer. Donc, je vous invite à aller voir en description ou le lien qui sera en commentaire épinglé. Aussi, à vous abonner sur la chaîne Capital Éthique, Kalansi Nadia. Inch'Allah, on va aussi mettre en place un podcast pour suivre tout ça à écouter pendant que vous conduisez, voilà, ou cuisinez, ou faites autre chose, peu importe. On peut toujours écouter et apprendre en même temps. Donc, C'est on ça. va essayer Inch'Allah, de faire des séries comme ça. Et je te remercie, Nadia, pour tes précieux enseignements. Et si moi, on va terminer là-dessus, Oui. je venais te voir et tu avais 3 devoirs à me donner, à moi, pour être prêt pour 2026, ce serait quoi? Alors, devoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, Moi, j'arrive, j'ai mon capital oui. qui dort en banque,
2026 arrive avec tout ce qui arrive de pourri là, avec là, en termes de, voilà, de loi, etc., tout ce que tu veux, de problématiques. Toi, devoir que tu me donnerais à faire Ouais. pour que j'affronte 2026 Alors de là, chapeau de roue. alors c'est simple. Bon, après, c'est court, hein, t'as 15 jours pour faire tout ça. Je vais te dire, moi. Ah mais c'est ça, mais l'arrêté, elle est là parce qu'en fait, il y a, dans moins de 15 jours déjà, il y a des trucs qui vont se passer là. Donc, Oui, c'est ça. Alors j'ai envie de te dire, ben, réaliser le plus rapidement un audit de ton patrimoine. Hein. Alors pas forcément avec un conseiller en gestion de patrimoine ni quoi que ce soit, mais c'est peut-être de prendre une feuille, de dire, ben, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai qui dort ben, en fait, combien j'ai réellement de patrimoine dormant que je peux allouer à de l'investissement. Qu'est-ce que je veux garder en sécurité. Voilà, c'est déjà faire un audit de ton patrimoine. Déjà, tu sais ce que tu as et ce qui n'est pas optimisé. Alors là, c'est clair. Alors poser sur une feuille, là, tu dis, ah ouais, quand même, j'ai ça qui est grignoté par l'inflation et qui dort. Et après, c'est se dire, peut-être se former. Alors, en 15 jours, ça va être un peu compliqué, mais c'est peut-être, alors, au-delà de se former, c'est peut-être chercher à comprendre qu'est-ce qu'il existe, vers qui je peux aller pour placer ces fonds-là, les différentes entités, banques islamiques ou organismes. C'est peut-être de fouiller un petit peu, hein, pourquoi pas, en 15 jours. Là, ça va être les vacances, on peut se poser, aller regarder un peu sur Internet, hein, ou alors revenir mhm, à nous, parce que nous, voilà, on connaît tout le monde hein, dans le monde de la finance islamique, on est capable de diriger, et puis moi-même, hein, je gère hein, les patrimoniaux, mhm. je fais ça, hein, c'est mon métier, mais c'est surtout bah, de passer à l'action. Mais Ah c'est ben, bonne question. tu Le fais passage l'audit à de l'action. patrimoine, voilà, tu fais l'audit de ton patrimoine, tu te rends compte que, waouh, effectivement, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Deux, c'est, je vais me renseigner, je vais regarder ce qu'il existe. Et trois, c'est, bah, j'y vais. En gros, c'est ça. Ouais, Bon, c'est vrai que les gens aussi, j'ai remarqué que euh, ils se plaignent beaucoup de la fiscalité. Et des fois, ils gagnent bien, mais là aussi, vous voyez, il y a ce côté, on doit déjà investir, faire tourner l'argent, mais à ce côté, à ne rien faire, si on a un couple qui travaille, beaucoup viennent pleurer et me dire, eh ben, ils me prennent trop, je suis embêté, ma fiscalité, elle est trop lourde, j'y arrive pas. Donc, il y a tous ces problèmes-là aussi. Je pense que les gens voient seulement le fait de gagner, mais aussi le fait de préserver, de se protéger, etc. Je pense que c'est important. Et je pense que des fois, tu as vu des gens se faire prendre au cou comme ça, et que, alhamdoulilah, tu as pu permettre la de... sonnette d'alarme, qu'est-ce que je fais? Ben, Ça va pas en s'arrangeant, en tout cas. non. Faut rester à l'affût. Faut comprendre ce qui se passe autour de vous. C'est super important. C'est un choix. C'est un choix de se laisser faire piétiner dessus. Hein. Donc, il faut comprendre les choses pour ne pas se faire non plus rétamer parce que le système, il va pas forcément pour vous. C'est pas forcément les riches qui ont raison, c'est que les riches, eh ben, ils s'intéressent un petit peu, ils s'entourent bien, encore une fois, et tirent parti du système parce qu'ils essaient de le comprendre. En tout cas, ils s'entourent de personnes pour le comprendre pour eux et mettre les choses en place. Donc, aujourd'hui, il est important de s'éduquer, de comprendre ce qui se passe autour de vous, d'avoir les armes, parce qu'encore une fois, faut savoir lutter contre ça. Et si vous luttez pas, ben, on s'adapte pas surtout à ce qui vient, eh ben on se fait manger. Donc Là, de toute façon, il va falloir s'adapter. Hein. Là, voilà. il y a tout qui change. Hein. Là, tout va être numérique et de toute façon, tout va être tracé. Enfin, De on toute le façon, voit comme on bien. dit, celui qui s'adapte pas, eh ben, il meurt, hein, tout Exactement. simplement. Voilà. Donc désolé d'être aussi fataliste, C'est le mais mot de la fin. faut bousculer un petit peu. Moi, je suis un peu comme ça. Je vais vous bousculer parce qu'il faut avancer, Oui. parce que les choses ne vont pas en s'améliorant malheureusement. Donc il va falloir aussi se bouger, comprendre comment ça se passe. Donc on va en tout cas contribuer à vous prévenir, à vous informer du mieux qu'on peut, Inch'Allah, qu'Allah nous Ça. facilite dans cette mission. Amine. Euh, mais en tout cas, on sait que c'est important en francophonie parce que il faut qu'on se réveille. On a chacun une part de responsabilité. Et voilà, donc du coup, abonnez-vous. N'oubliez pas, Capital Éthique, avec Nadia qui commence là-dessus. Et on va du coup pousser au fur et à mesure. Il y a de belles choses à ne pas louper. Et pour écouter ça tranquillement dans la voiture, encore une fois, c'est toujours ça de prix. Et voilà. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas, on est là pour déjà vous proposer un audit qui sera gratuit et comprendre votre situation. D'accord? Donc Nadia, je te remercie encore une fois. Merci pour tous tes enseignements encore une fois. Merci C'est à toujours toi. un plaisir de t'écouter. On Merci. se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. On Ouais, va aussi prévoir un live par semaine. Ça sera Bidnillah le jeudi soir. Donc 20h si je me trompe pas. c'est Tu me ça. confirmes, confirme ça, c'est 20h. Donc voilà, restez à l'affût et on se dit à très bientôt. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.